Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être nombreux à nous suivre ce matin. On vous le disait, Annick Girardin sur notre plateau. Deux temps de parole consacrés à la ministre ce matin. Un temps de parole qui sera mené par le rédacteur en chef de Cozy TV, Cozy FM, Pierre Bellucci qui est avec nous. Mais on va d'abord dire bonjour à la ministre qui est là. Madame la ministre, bonjour et caribou, comme on dit chez nous. Bonjour, merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole à Pierre Bellucci, Madame la ministre, j'aimerais votre constat, votre propre analyse. Mayotte, seul département ultramarin aujourd'hui classé en zone rouge. Si vous deviez faire votre propre constat, pourquoi on en est là aujourd'hui à votre avis, Madame? Écoutez, je crois qu'on peut dire que Mayotte a essayé comme dans d'autres territoires, de respecter le confinement et de faire en sorte de contenir l'épidémie sur le territoire. Je veux d'abord dire que beaucoup de gens se sont investis dans cette première partie de lutte contre le virus, et je pense d'abord à ceux qui sont en première ligne, les enseignants, le monde médical, les soignants, mais je pense aussi à tous ceux qui ont œuvré pour que Mayotte passe à côté de cette épidémie. Et puis il y a eu cette partie confinement et on sait très bien que depuis le Ramadan, il y a eu un relâchement total, beaucoup plus de contacts, et c'est bien ça qu'il faut qu'on évite, le contact, et une épidémie qui a échappé aux soignants, à la population, et qui aujourd'hui nécessite que nous mobilisions tous en nous protégeant et donc en protégeant les autres. Pierre Bellucci, le rédacteur en chef de Cozy, une question. Beaucoup de questions, Madame la Ministre. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. C'est toujours un plaisir. Vous répondez toujours à nos sollicitations. Reparlons du confinement. Vous venez de l'évoquer. Effectivement, depuis plusieurs semaines, il n'a plus cours, il n'est plus respecté sur le territoire. L'État fait montre d'impuissance par rapport à ça. La faute à qui ou à quoi, selon vous? C'est pas une question d'impuissance. Comprenons les gens. Le confinement, il a été dur pour tout le monde. Plus de 10 semaines. Il est encore plus dur ici à Mayotte, quand on est dans un territoire tropical, où la température est quand même pas si banale que ça, quand on vit entre 5 plaques de tôle. Ça arrive. Nous avons beaucoup d'habitats ici sur Mayotte insalubres. Et donc, je crois honnêtement, et puis il y a eu aussi une problématique de faim. Il fallait que les gens sortent pour pouvoir effectivement manger. La problématique de l'eau, même si on a installé des pompes, il faut bien sortir de chez soi quand on n'a pas d'eau. Et donc, il y a des conditions qui font que moi, je ne suis pas là pour donner des leçons. Je suis là pour aider et accompagner ceux qui, au quotidien, luttent contre ce Covid-19. L'État doit mettre des moyens, l'État doit accompagner, on doit être pédagogique. Vous avez également un rôle, vous les médias, dans cette lutte contre le Covid-19, en passant les bons messages. Il faut se protéger. On peut tous constater que ici, les gens ont repris effectivement à sortir. Mais ce qui est important maintenant, c'est de dire à tous ceux qui sont fragiles, à tous ceux qui peuvent rester chez eux, restez chez vous. Plus il y a des gens qui resteront chez eux, moins effectivement le virus va circuler. Mais il y a aussi un état de fait, c'est-à-dire que hier j'ai circulé dans Mamoudzou et les gens sont dehors. Mais je veux les féliciter. Il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas de masque. Chacun a compris l'utilité effectivement de ce masque. Alors je l'ai dit et je le redis, il y a maintenant à travailler sur la distanciation. Il ne faut pas qu'on soit trop proche, mais c'est pas parce que j'ai dit et fait ce constat d'une population qui a déjà décidé de sortir, parce que souvent la situation est compliquée, que je ne rappelle pas qu'il y a un couvre-feu, que je ne rappelle pas que tant qu'on peut rester chez soi, c'est très bien, que je ne rappelle pas qu'il n'y a pas de regroupement possible. Beaucoup de choses sont encore interdites et doivent continuer à l'être. Justement, parlons de ça, parlons de ce confinement qui est perçu comme à deux vitesses. Pourquoi ne pas réouvrir? Vous l'avez fait le constat, il n'y a plus vraiment de confinement. Pourquoi ne pas réouvrir tous les commerces, les bars, les restaurants, Madame la Ministre? Pourquoi continuer, obliger des entrepreneurs qui ont fait de lourds sacrifices depuis le début de ce confinement, qui parfois ont sacrifié aussi des années de travail? Pourquoi les obliger à rester encore confinés alors que d'autres ne respectent pas et ne respecteront pas? Pourquoi? Parce que c'est la responsabilité de chacun. Oui, il y a des gens qui font plus d'efforts que d'autres. Mais c'est comme ça aussi qu'on va gagner. Ils vont perdre leur travail et licencier. C'est aussi comme ça qu'on va gagner. Beaucoup de gens ont repris le chemin du travail.
beaucoup d'entreprises ont recommencé leur activité. Vous avez évoqué tout à l'heure dans une autre séquence le Haut Conseil de la commande publique, les marchés ont repris. Il faut effectivement qu'on puisse aussi être au rendez-vous de toutes ces infrastructures dont a besoin Mayotte. Oui, il y a des gens qui font plus de sacrifices que d'autres, oui. Et d'ailleurs, à Mayotte, comme dans l'ensemble de la France, tout le monde n'a pas les mêmes conditions de vie ou les conditions de travail. Mais pensons aux soignants. Moi, j'ai visité hier le CHM. J'ai rencontré des gens qui se battent au quotidien, qui se sont remis en question, qui ont réorganisé leur hôpital et qui sont prêts effectivement à maintenir cette lutte contre le Covid. Mais vous le savez aussi, il y a un nombre de lits réa, on les a doublés, on continue effectivement à venir les renforcer, notamment avec des renforts militaires, mais il faut rester conscient qu'il y a un risque d'aller trop loin dans une libre circulation beaucoup trop importante. C'est bien ça. Vous craignez aujourd'hui ? Mais c'est pas une question je crains ou pas. C'est ce qu'on a fait dans toute la France aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'on essaye de faire que l'épidémie ne circule pas suffisamment vite ou ne soit pas suffisamment grave pour saturer les lits de réanimation. On n'a jamais saturé les lits de réanimation ici à Mayotte. Et il ne faut pas qu'on y arrive. Et je veux ici également saluer, au-delà effectivement de la solidarité nationale qui est normale. Pas de question, hein. Si je suis ici, c'est pour rappeler que Mayotte est au cœur de la République et que Mayotte n'est absolument pas oublié, comme aucun territoire d'outre-mer, et depuis le premier jour de cette épidémie. Mais je veux rappeler aussi qu'il y a une solidarité régionale et que avec la Réunion, il y a aussi l'option évacuation sanitaire. Il faut mettre en place toutes les options, se préparer à l'ensemble d'une prise en charge qui pourrait arriver. En même temps, le Covid-19, il peut se combattre. Malheureusement, on en meurt. Il y a de nombreux morts sur le territoire. Je veux avoir une pensée pour toutes les familles, mais on en guérit aussi. Et c'est ce qu'il faut se dire, c'est-à-dire qu'on va gagner ce combat si chacun fait l'effort qu'il peut faire, à la mesure de ce qu'il sait faire et de ce qu'il peut faire. Et ce qui est sûr, c'est que tout le monde peut respecter les gestes barrières. Ce qui est sûr aujourd'hui, parce que les masques sont là, parce que d'autres, 1 million de masques vont arriver aujourd'hui, chacun peut porter un masque. Et je veux ici redire combien j'ai apprécié la rencontre hier avec les couturiers de la coopérative qui a lancé effectivement ce projet de confection de masques. Et je crois que c'est important cette dynamique. C'est comme ça qu'on va gagner. Madame la ministre, vous savez, sur Coésie, on se dit les choses et vous aimez ça, vous aimez la franchise, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises. On va parler d'immigration. Ce confinement n'a majoritairement pas été respecté par les personnes issues de l'immigration. On en connaît les raisons, vous les avez rappelées. Il y a des femmes, des hommes et des enfants qui ont faim depuis plusieurs semaines. Est-ce que c'est digne, Madame la ministre, du pays des droits de l'homme d'abriter une telle misère humaine, faute, on le sait tous, de maîtriser les frontières, de maîtrise des frontières? Est-ce que c'était digne il y a 20 ans, il y a 10 ans? Non. Est-ce que c'était digne quand je suis devenue ministre des Outre-mer? Non. Et je l'ai dit. Et je l'ai dit plusieurs fois. Maintenant, il faut apporter des réponses. Vous le savez, la lutte contre l'immigration illégale a nécessité des moyens supplémentaires. C'est ce gouvernement qui a mis des moyens supplémentaires dans la lutte contre l'immigration illégale. L'opération Chicondra, elle est là, elle est existante. Ce n'est pas qu'un mot, ce n'est pas qu'un nom. C'est bien des hommes, des femmes, c'est bien des embarcations en mer qui tous les jours, 24 heures sur 24, nécessitent effectivement cette lutte. Mais on n'arrive pas à complètement maîtriser les choses, même si le retour ou les retours aux Comores en 2019 ont été nombreuses, plus nombreuses d'ailleurs que les objectifs que l'on s'était fixés, et tant mieux. Alors, ça nécessite aussi que les Comores acceptent le retour des Comoriens sur leur territoire. Et vous le savez, en ce moment, ce n'est pas le cas. Comme d'ailleurs, on a connu à d'autres périodes ce type de blocage. Et pour ça, il y a une diplomatie à l'œuvre. Est-ce que pour vous, et c'est vraiment une question que beaucoup se posent, et ils ont envie de l'entendre de la part de l'État, est-ce que pour vous, l'immigration est le problème numéro 1 sur cette île? Mayotte n'a pas que des problèmes. Mayotte a aussi des solutions. Il y a eu des reportages dernièrement, mais il y a eu des reportages dernièrement qui sont passés sur Mayotte. Moi, je redis ici, comme je l'ai déjà dit, Mayotte a besoin d'enseignants, a besoin de médecins, a besoin d'hommes, de femmes qui viennent s'engager dans ce territoire. En aurait-il besoin s'il y avait 50% de personnes en moins sur le territoire? Il y en a besoin de toute façon, si vous comptez le nombre de fonctionnaires dans ce territoire.
hein. Il y en aura de toute façon besoin. Il ne faut pas parler de Mayotte qu'en termes de problèmes, immigration, problèmes, violence, parce qu'après on ne peut pas me demander de faire en sorte qu'il y ait l'attractivité de Mayotte qui soit mise en avant. Oui, Mayotte, c'est le territoire de tous les défis. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Oui, à Mayotte, il y a des grandes difficultés en matière d'immigration comme en matière de violence. Mais non, je ne souhaite pas, à chaque interview, rappeler que Mayotte, ce n'est que ça. Parce que Mayotte n'avancera pas. C'est pas la question, Madame la Non, ministre. mais c'est pas la question, mais moi c'est ma réponse. Et vous connaissez dans l'histoire politique, ça a déjà été. Mais ça sert à quoi de parler du territoire toujours en termes de problématiques? Oui, c'est un constat. Oui, nous mettons les moyens. Oui, nous sommes sur le terrain. Non, on fera pas de miracle parce que c'est quand même compliqué aujourd'hui d'arrêter la totalité, même si on a été au bon niveau. Et je veux féliciter moi le sous-préfet Lic, comme les préfets qui ont mis en place effectivement cette lutte contre l'immigration. On est de plus en plus fort tous les jours, sauf dans des moments de crise comme le Covid-19 ou pendant les crises de 2018, parce que nos voisins voient bien que dans ce cas-là, on est soit un peu moins présent, soit il y a plus d'envie encore de venir chez nous. Et donc, il faut qu'on réussisse aussi le partenariat avec les Comores, c'est important. Il n'y a pas de première ou de deuxième problématique, il y a des engagements de l'État dans des missions particulières, et cette mission de lutte contre l'immigration, comme la lutte contre la violence, oui, ce sont des priorités de l'État. J'aimerais juste compléter la question de Pierre Bellucci, Madame la Ministre. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avec les efforts que l'État fait, les efforts que votre gouvernement fait aujourd'hui, allez, on va dire avec des moyens, par exemple pour une population de 250 000 personnes, mais quand on voit la réalité, est-ce que ça ne fausse pas un peu les calculs ? La réalité, c'est que sur notre territoire, on a moitié de la population qui n'est pas française. On a une grande partie qui est là en toute illégalité. La réalité, c'est qu'on a la plus grande. Là, on est obligé de les aider. On a la plus grande maternité de France. Ce sont des faits. C'est pas la peine que je les rappelle aujourd'hui. Il n'y a pas un Mahorais ou une Mahoraise qui ne connaît pas cette réalité. Et donc, comment on accompagne encore mieux le territoire, c'est-à-dire comment maintenant on lutte depuis déjà 3 ans contre l'immigration illégale, et comment cette population qui est ici, à Mayotte, installée, on peut aussi l'aider, parce que c'est ça l'honneur de la France, c'est ça la France, c'est aussi la solidarité avec les plus démunis, et ici sur le territoire, il y a beaucoup de populations sous le seuil de pauvreté qui ont besoin d'un appui, et pendant ce Covid-19, eh bien, ils en ont eu besoin. Je veux ici féliciter l'ensemble des associations qui se sont mobilisées, comme les élus d'ailleurs, hein. C'est plus de 4 millions d'euros d'aide alimentaire qui ont été apportés. Il a fallu des bras, il a fallu des gens pour le faire. Il y a aussi la problématique eau avec des rampes qui ont été installées. Oui, il faut être au quotidien à côté de toutes les populations. Et c'est ce que je fais dans les territoires ultramarins, à côté de tous. Un dernier mot sur l'immigration. Est-ce que vous comprenez le score du Front National qui surfe effectivement sur cette problématique de l'immigration au niveau national, mais aussi à Mayotte? Est-ce que vous comprenez le score aux dernières européennes et le danger que ça peut représenter pour vous, on l'imagine, cette montée du Front National sur le département? Souffler sur les braises, jouer sur les peurs, c'est extrêmement facile. C'est extrêmement facile. Moi, je suis dans l'action, aux côtés des élus du territoire qui se battent au quotidien pour améliorer le sort et le quotidien de leur population. C'est pour ça qu'on a un plan de développement avec le département qui aujourd'hui va apporter des réponses en matière d'eau, en matière de route, en matière d'école, en matière sanitaire, la leçon que nous venons tous de prendre, et j'aurais envie de dire sur l'ensemble des territoires d'outre-mer et nationalement, nécessite également une réponse. C'est au quotidien un combat. Mais quand on est dans la détresse, on est souvent prêt effectivement à suivre ceux qui ont de très belles paroles, mais pour qui, moi j'en suis persuadée, ce serait une catastrophe pour les territoires ultramarins. Ce serait une catastrophe si le Front National, mais il progresse. Comment se fait-il? Parce qu'il y a des élus sur tous les territoires, ici comme ailleurs, qui jouent sur les peurs, sur chaque crise, à chaque occasion. C'est comme ça qu'on y arrive. Moi, je suis une combattante. Je suis aux côtés de ceux qui veulent avancer. Je suis à côté de ceux qui sont debout, qui sont résilients, qui sont là pour montrer que Mayotte peut être autrement. Et d'ailleurs, franchement et honnêtement, je l'ai déjà dit ici, en 3 ans, il y a 1 an maintenant,
puisque je dois être à mon 7e ou 8e déplacement. Et je rappelle d'ailleurs que Mayotte a toujours été au cœur de mes préoccupations. C'était le premier déplacement quand je suis devenue ministre. C'est le premier déplacement aujourd'hui, en sortant effectivement de cette période de confinement national. Et donc, je suis ici aux côtés de ceux qui veulent avancer. C'est ça ma mission, c'est ce que je fais. Et je pense que plus on sera nombreux à le faire, plus on pourra rendre le sourire aux Mahoraises et aux Mahorais. Et moi, j'ai constaté une évolution dans les 3 années, de l'espoir. On parle souvent de délinquance, mais on a une jeunesse qui est totalement aujourd'hui pessimiste sur l'avenir de Mayotte. Et on fait en sorte d'ailleurs qu'elle le soit. Parce que j'entends pas tant de voix que ça se lever et dire nous ferons autre chose de Mayotte ensemble. Sur les Comores, Madame la Ministre, quel regard vous portez sur l'attitude du gouvernement comorien, ce gouvernement comorien qui aujourd'hui a fermé ses frontières, n'accepte plus ses ressortissants, mais ne contrôle toujours pas ses frontières, gouvernement comorien qui s'en est pris aussi à Dominique Voynet suite aux révélations de la mort du grand Moufti. Est-ce que finalement l'accord cadre est toujours d'actualité? Est-ce qu'il a encore un sens aujourd'hui, après cette crise? Alors, l'accord cadre, il a toujours un sens. J'aurais envie de dire qu'il a encore plus de sens demain avec cette crise que hier. Malgré l'attitude du gouvernement comorien? L'accord cadre, il a un sens, c'est-à-dire que la France, qui a une politique d'aide au développement, qui vient soutenir les pays les plus fragiles sur cette planète, et notamment une partie de l'Afrique, et notamment les Comores, qui sont un des pays africains les plus pauvres de cette zone, mais plus largement le plus pauvre, la France se doit d'aider ces territoires. Mais il y a une règle du jeu. Et si la règle du jeu n'est pas respectée, eh bien, ce partenariat n'aura pas lieu. Nous avons signé cet accord avec des moyens pour aider effectivement les Comores sur le volet sanitaire, sur le volet éducation, sur un certain nombre de sujets qui sont prévus se faire dans le cadre de la coopération. Mais les Comores ne peuvent pas accepter l'aide de la France et en contrepartie ne pas être nos partenaires sur tous les fronts, y compris sur le front de l'immigration. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et donc l'accord n'avance pas. Et donc les crédits ne seront pas mis à la disposition des Comores. Mais je n'ai pas de commentaire à faire sur la manière dont chacun gère son pays. Mais j'ai un commentaire à faire sur la manière dont l'État intervient effectivement aux Comores, dans un territoire qui, pour l'instant, n'accepte pas qu'on puisse reconduire leurs ressortissants chez eux. Et quand on le voit, Madame la Ministre, que le président Emmanuel Macron, quand il est venu, en tout cas renforcer et féliciter cette opération Chikanja, avec tous les moyens que nous connaissons aujourd'hui, qui ont été mis de notre côté, et quand on voit qu'il n'y a pas cette réciprocité, ça nous frustre un peu de voir qu'on fait les efforts, mais de l'autre côté, il n'y a pas ces efforts. Donc cet accord cadre, finalement, même nos parlementaires, ils en ont parlé. Ils ont dit, c'est pas possible qu'aujourd'hui, on ne leur met pas la pression alors même qu'on doit les aider. Vous croyez vraiment qu'on ne leur met pas la pression? C'est pas le sentiment que nous avons, Madame la Ministre. La diplomatie n'est pas toujours visible, mais elle existe. Un mot, en sortant du jeu des chiffres, Madame la Ministre, on le sait, les chiffres c'est compliqué, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Depuis le mois de mai 2018, malgré effectivement les annonces, les divers plans, on constate, et la population mahoraise vous le fait parvenir aussi, on constate les mêmes problématiques de délinquance, d'immigration, les mêmes problématiques dans l'éducation, la santé, les atteintes à l'environnement. Qu'est-ce qui a changé selon vous depuis ces 7 semaines de grève générale en 2018? Ce qui a changé, c'est une dynamique nouvelle qui était née. Alors elle est mise un peu à mal par le Covid-19 et il faut qu'on passe très vite cette crise. Il faut qu'on arrive à combattre ce virus et qu'on reprenne à Mayotte, peut-être pas demain matin, une vie normale, mais le plus vite possible. Une vie qui et des engagements qui permettent à Mayotte de reprendre très très vite cette dynamique que moi j'ai constatée il y a un an. Il y a un an, moi j'ai constaté une dynamique. Oui, Mayotte, comme d'autres territoires ultramarins, avait repris son développement. Rien ne se fera en un claquement de dents. Je ne l'ai jamais dit. De doigts, pardon. C'est le matin. Voilà. Je suis pas encore complètement réveillée. Rien ne se fera de cette manière. Ça demande des efforts, ça demande de l'implication. Il faut que tous les partenaires travaillent ensemble. Ce qui effectivement est frustrant, c'est que ce qui s'est organisé depuis un an pour qu'on aille plus vite dans les chantiers, pour qu'on apporte plus vite des réponses, eh bien, ça a été un peu freiné. Mais qui a dit qu'une école pouvait se construire en quelques mois? Personne. Nous savons tous qu'une école, un hôpital, des travaux routiers, ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, et c'est terrible. Parce qu'entre le moment où il y a l'annonce
et le moment où l'école ouvre, voir le nouvel hôpital, voir l'inauguration de la route, eh bien les gens, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Sauf que oui, ça avance, ça prend du temps. Et pour cela, je crois qu'il faut réussir à mettre en place une politique plus participative de l'ensemble de la population, que chacun trouve bien son rôle sur le territoire pour être dans cette dynamique, s'inscrire dans cette dynamique, qu'on soit associatif, qu'on soit État, collectivité, enfin département, commune, qu'on soit entreprise, c'est tous ensemble, bien entendu, qu'on arrivera à faire ou à redonner à Mayotte ses lettres de noblesse. Justement, dernière question, quelle est la jauge selon vous pour mesurer finalement ces avancées, pour mesurer que ça a changé? Parce que la jauge, c'est ça qui est difficile aujourd'hui à mesurer. La population a l'impression que rien ne change. Comment mesurer? C'est compliqué de mesurer, et vous savez très bien que quand on met des chiffres, on se dispute tous à la virgule près de c'est vrai, c'est pas vrai. On en a eu quelques exemples dernièrement. Donc, c'est quoi l'important pour moi? C'est que les gens se sentent mieux. C'est que nos concitoyens aient l'impression, et pas que l'impression, véritablement puissent voir des actions se mettre en place. Et je le dis souvent, et le préfet de Mayotte le fait également. Il y a des projets qu'on peut réaliser très très vite. Alors montrant que ces projets sont faisables, et faisons-le. Il faut aussi accompagner le privé, parce que la dynamique du privé est aussi extrêmement importante. Nous avons insuffisamment d'entreprises sur le territoire, ou d'entreprises qui peuvent, on va dire, traîner l'ensemble d'une dynamique. Nous avons besoin de banques qui s'impliquent, et je veux ici dire au monde de l'entreprise comme aux banques qu'il faut effectivement passer ce cap. Il faut, l'État est là, hein, avec les différentes mesures nationales qui ont été mises en place, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité. Et puis je regarde aussi quelles sont les spécificités des territoires d'outre-mer. Je demande de la souplesse. Il y a dans chaque territoire ultramarin des comités d'urgence économique qui ont été mis en place. Cette dynamique, il faut aussi que nous puissions l'accompagner dans la période rebond. Et nous y travaillons. J'ai fait cette semaine une rencontre du Haut Conseil et la commande publique. J'ai aussi rencontré beaucoup d'entreprises pour que dans l'ensemble des territoires, très très vite, on se relance. Vous l'avez annoncé hier, il n'y aura pas de renfort de police et de gendarmerie. Comment vous comptez lutter plus efficacement contre la délinquance que les forces de l'ordre elles-mêmes sont les premières à subir? Alors, d'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de rappeler l'excellent travail mené sur ce territoire par les forces de l'ordre. La coordination également des forces de l'ordre. Parce que la vraie réponse, elle est là. Elle n'est pas dans le nombre de personnes sur le territoire qui ont déjà été renforcées, vous le savez, plusieurs fois durant ces 3 années, notamment après 2018, où des renforts supplémentaires sont arrivés, une réorganisation a eu lieu avec la lutte contre la délinquance d'un côté, la lutte contre l'immigration de l'autre. Aujourd'hui, il y a en effectif le nombre suffisant aujourd'hui pour lutter contre cette délinquance qui est extrêmement violente, qui est totalement inacceptable et qui nous permet d'être suffisamment... Mais oui, mais moi je veux bien effectivement qu'on débatte de ça, mais j'ai aussi des rencontres avec ceux qui sont chargés de la sécurité sur le territoire et des demandes qui sont exprimées ou pas exprimées. Les ministres sont là effectivement pour être proches du terrain, comprendre ce qui s'y passe et répondre aux besoins quand il y a des besoins supplémentaires. Dans toute la fonction publique, j'ai été ministre de la fonction publique. Il y a des souhaits d'effectifs supplémentaires. Et dans certains cas, il faut le faire. Et nous l'avons fait sur ces 2 dernières années, voire même au courant de cette 3e année. Ces violences, elles sont inacceptables. Les agressions que subissent nos policiers, nos gendarmes sur le terrain sont inacceptables. Et d'ailleurs, cette fermeté, je suis venue aussi la réaffirmer ici. Et on n'acceptera pas ni la délinquance d'appropriation, comme on a pu la connaître, ni la délinquance bête et stupide. Et j'ai rappelé tout à l'heure qu'elle se nourrissait, celle-ci, de désespoir. Et il faut aussi en tenir compte, ce n'est pas une excuse. C'est pour lutter contre la délinquance, il y a la fermeté, l'ordre public, on arrête ceux qui sont sur les territoires ont ce type de comportement, souvent des jeunes, on les présente devant le juge, c'est le travail que nous devons mener. Ça s'appelle de la fermeté. Mais il y a aussi la lutte contre la délinquance qui se fait avec beaucoup plus de partenaires. Vous savez, tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités. L'État, bien entendu,
les élus et notamment les communes. Et moi, je veux me féliciter d'expérimentations qui auront lieu sur le territoire, qui sont proposées par certains maires, de mettre en place des patrouilles nocturnes, parce que c'est souvent le soir qui arrive un certain nombre d'événements violents sur le territoire ou une forme de délinquance qui se déploie. Et ben d'avoir ces patrouilles mixtes entre gendarmerie, police municipale, parce que oui, les municipalités doivent jouer leur rôle. Il y a aussi le volet éducatif. Il est extrêmement important et j'ai eu l'occasion de le rappeler souvent. Et puis il y a les parents. Dans l'éducation, il y a l'éducation nationale, l'organisation, le rôle de l'État, les associations également et des parents. Et chacun doit se mobiliser. Et chacun doit être au rendez-vous de sa responsabilité. Ou là encore, ce ne sera pas possible. Ce n'est pas que l'État, ce n'est pas que les forces de l'ordre, en bout de course, qui peuvent effectivement régler la situation. Vous parliez à l'instant de ces personnes justement qui vous parlent, qui vous expliquent comment ça se passe au niveau de la sécurité. Par rapport aux chiffres de la délinquance, on ne va pas revenir sur la polémique, mais ce qu'il en ressort, et c'est quelque chose qui ressort assez régulièrement, c'est qu'on vous informe mal sur les réalités du territoire. C'est aussi vrai pour vos prédécesseurs. Est-ce le cas? Non. Il peut y avoir un décalage dans l'information. Moi, je peux dire ici que dans cette période Covid-19, comme dans les moments difficiles qu'a connu Mayotte, on a eu des grands préfets, des grands colonels, des colonels de gendarmerie qui, au quotidien, sont là, sont présents, mènent les politiques publiques du mieux possible. Les recteurs, l'ARS, il fallait se battre d'ailleurs, rappelez-vous les engagements. Un rectorat de plein exercice, ici, une ARS de plein exercice, tout ça c'est fait. Eh bien, je ne suis pas mal informée, ce n'est pas vrai. Et j'ai toute confiance dans ceux qui sont sur les territoires et on a pu voir le combat qu'ils ont mené tous ensemble pendant cette période du Covid-19. Alors, c'est souvent des gens avec beaucoup de caractère, d'ailleurs c'est souvent ce que j'aime, qui peuvent discuter d'ailleurs, mais qui savent ensuite mettre la parole de l'État et les actions de l'État en bon ordre. Et ça, c'est extrêmement important. Je ne suis pas mal informée. Il peut y avoir un décalage dans l'information. Et c'est vrai que je suis une femme de terrain et que je sens bien les choses par moi-même et que mon discours peut effectivement mieux s'adapter aux réalités du terrain quand je les vis. Et c'est pour ça que je suis une ministre qui est venue jusqu'à 7-8 fois dans ce territoire. Donnez-moi un autre exemple, je suis sûre que vous n'allez pas le trouver, parce que je l'ai cherché. Et c'est la même chose dans les autres territoires. C'est ça la différence. C'est pas être mal informé, c'est que quand on est sur le terrain, on est avec les gens, on a ce ressenti. Moi, je l'ai automatiquement, systématiquement, à peine je mets le pied sur un territoire. Et ça aide aussi. Mais je ne peux pas toujours être dans l'ensemble des territoires. Parlons du CHM, si vous le voulez bien. L'arrivée de matériel supplémentaire a été extrêmement bien perçue, très appréciée par les personnels. Néanmoins, depuis des années, ce qu'ils réclament aussi, c'est des renforts humains au long terme. Est-ce que finalement, le meilleur des remerciements n'est-il pas d'accéder à cette demande et de leur permettre de souffler, mais de manière durable? Alors, est-ce que vous êtes allé leur poser la question de pourquoi il y a besoin de renforts humains et combien de postes ne sont pas pourvus? C'est la discussion qu'on avait avant. La ministre des Outre-mer, elle ne va pas obliger qui que ce soit à venir s'installer à Mayotte et répondre aux appels du CHM ou de d'autres besoins que nous avons sur le territoire. Pourquoi croyez-vous que j'insiste aussi fortement pour qu'on montre le meilleur de Mayotte? Pourquoi j'essaye de faire que, c'est pas parce que je veux faire l'autruche, que je vous disais tout à l'heure, arrêtant de parler de Mayotte qu'avec des problèmes. Parlant de Mayotte avec ce qu'il a de mieux et parlant aussi des difficultés, bien entendu, mais pas toujours en premier. Faisant en sorte que les débats politiques qu'on peut avoir soient pas toujours sur ces sujets, ces mêmes sujets qui font que c'est compliqué de venir s'installer à Mayotte, vu de très loin. Et je vous l'ai dit, la semaine dernière ou la semaine d'avant, sont passés sur les chaînes nationales un reportage sur Mayotte. Eh bien, autour de moi, ça a donné envie. Dites-vous bien que les images, la parole des politiques, les témoignages sont extrêmement importants. Venir à Mayotte, Mayotte est une île magnifique. À chaque fois que j'y suis, je me sens extrêmement bien, qui connaît des défis. Pour relever des défis, il faut des hommes, il faut des femmes. Les Français aiment relever les défis, comme d'ailleurs ici sur ce territoire. C'est ça qu'il faut mettre en avant et pas autre chose. Madame la ministre, on va parler des écoles, si vous le voulez bien. C'est aussi un sujet très important, l'éducation. Est-ce qu'un mois et demi d'école à temps finalement très partiel, est-ce que ça mérite qu'on fasse prendre le moindre risque à la fois aux enfants mais aussi aux familles? Vous savez, l'école, c'est le socle de la société mahoraise. C'est le socle de notre société.
il est important que le cadre que donne l'école, chacun puisse le retrouver. En même temps, il est hors de question d'ouvrir les écoles si, sur le volet sanitaire, nous ne sommes pas au rendez-vous. Beaucoup d'enfants en difficulté, beaucoup d'enfants en échec auraient besoin de retrouver le chemin de l'école. Je ne sais pas quand. Pour l'instant, dans le territoire, on s'est donné rendez-vous pour le 28 mai. On verra. Chaque semaine, les décisions peuvent évoluer et chacun peut le comprendre selon l'évolution de l'épidémie sur le territoire. Réouvrir quelques écoles, réouvrir quelques classes, redonner aux enfants l'envie d'aller apprendre. Tout simplement aussi, éduquer, apprendre sur les gestes barrières, sur qu'est-ce que ce Covid-19, comment on peut lutter. Comment faire en sorte effectivement ensemble que nous puissions très vite tourner la page de cette épidémie ici à Mayotte et réouvrir le territoire, puisqu'il y a l'ouverture dite locale en interne et puis il y a aussi le volet externe. Alors, il n'y aura pas d'école ouverte si le rendez-vous sanitaire n'est pas là. Mais quand les maires sont d'accord, quand ils sont prêts, avec le recteur, avec les enseignants, et là aussi, encore, un petit coup de chapeau à tous ceux qui ont aidé les jeunes Mahorais, les élèves, à poursuivre à distance l'enseignement. C'est pas facile ici à Mayotte, hein, je le sais. Le numérique est pas au rendez-vous partout et dans tous les foyers. Et quand je dis ça, vous savez très bien que je veux dire qu'il y a très peu de foyers aujourd'hui qui ont accès aux cours en ligne, qui ont pu effectivement avoir accès à leurs enseignants à travers ou derrière leur écran. Mais il y a eu des enseignants qui se sont occupés d'aller porter des cours. Il y a des gens qui se sont engagés aussi sur ce volet-là. Il y a des associations qui sont intervenues. Mais rien ne vaut le retour à l'école. Mais s'il faut attendre septembre, on attendra septembre. Une dernière question avant de passer à celle des auditeurs. Kamar est en train de prendre justement les notes et il va effectivement poser les questions de nos auditeurs. Mais avant ça, un dernier mot d'économie avec le plan de convergence. On le sait, ce 1,7 milliard qui va être injecté dans les prochains mois, dans les prochaines années à Mayotte. On sait la commande publique, c'est le moteur de l'économie. Mais comment faire pour permettre aux entreprises mahoraises de gagner les marchés face aux entreprises métropolitaines qui, on le sait, ont souvent des dossiers mieux ficelés? Parce que les codes des marchés sont très clairs sur le sujet. On ne peut pas favoriser une entreprise par rapport à une autre. Mais d'un autre côté, il faut quand même que les entreprises locales se développent et bénéficient de ce plan de convergence. Il faut effectivement, dans le territoire, que nous ayons davantage d'entreprises et que les entreprises trouvent davantage leur place sur les marchés lancés localement. Je l'ai déjà dit, on a sur le territoire un déficit, mais je ne vise pas Mayotte quand je le dis en règle générale. Dans les territoires ultramarins, nous avons un déficit d'ingénierie, un déficit aussi de formation. Il y a des plans de formation qui ont été établis ici à Mayotte, il faut les mener. Et ça, c'est extrêmement important que nous puissions former les jeunes Mahoraises, les jeunes Mahorais qui peuvent retrouver ici, effectivement, la capacité d'exercer leur métier et de faire monter en gamme le niveau des entreprises. Beaucoup d'entrepreneurs en sont conscients, beaucoup investissent d'ailleurs dans la formation, beaucoup dans un premier temps tentent de recruter à l'extérieur, mais là aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à le faire dans la durée. Former quelqu'un, ça prend du temps. Tout dépend d'ailleurs des métiers, et donc il faut que cette dynamique, elle se lance. Après, il faut lutter contre les monopoles le plus possible pour éviter effectivement d'abord la montée des prix et ensuite ça écrase généralement toutes les petites entreprises qui essayent de survivre dans nos territoires. Donc moi, je suis très attachée avec la Chambre consulaire à accompagner effectivement les entreprises pendant cette crise. Après 2018, nous l'avons aussi fait, et dans ce qu'on va appeler la période de rebond. Et on travaille sur aujourd'hui un plan d'accompagnement des entreprises, notamment celles qui sont en grande difficulté, et à Mayotte, ceux qui ont connu déjà la crise de 2018 et qui aujourd'hui se sont pris Covid-19 en pleine figure. Je peux vous assurer qu'il y a de grosses difficultés et il y a de quoi baisser les bras. Eh bien, mon rôle, avec les services de l'État, avec le préfet qui est en première ligne sur ces sujets, c'est d'être aux côtés de ces entreprises. Merci beaucoup. Nous passons aux questions des auditeurs. Madame la ministre, tout à l'heure, une personne a repris vos mots en parlant de solidarité nationale. Et cette personne nous demande si aujourd'hui, le fait de payer les factures d'eau et d'électricité, il dit pourquoi aider juste les familles les plus démunies
Et même, on sait que les Mahorais aussi également ont du mal à payer ces factures pendant cette période de crise. Alors moi, je ne fais pas le tri dans les familles en grande difficulté. Quand on intervient sur de l'aide alimentaire auprès des gens, c'est parce qu'il y a la faim. C'est parce qu'il y a besoin de ce minimum d'assistance. Sur la question de l'eau, c'est bien sûr pour apporter de l'eau, c'est aussi, je vous le rappelle, pour se laver les mains et pour lutter contre le Covid-19. Et qu'il n'y a pas de tri non plus devant la maladie. Il n'y en a jamais eu. Et il n'y en a jamais eu non plus au CHM ici. Et donc, nous soignons, nous aidons sur le volet alimentaire tous ceux qui en ont besoin. Dans cette période de crise, la solidarité est la première chose à avoir. Après, si cette personne veut dire que est-ce qu'il faut apporter de l'aide alimentaire quand la personne qui est en face, qui a un vrai problème de faim, elle ne peut pas montrer qu'elle a une carte de français, eh bien je suis désolée, ça me scandalise. Vous voulez que je vous le dise franchement? Ça me scandalise. Voilà. Mais là, il parlait vraiment de la gratuité des factures d'eau. Hein, non, il disait les Mahorais aussi, vous m'avez dit. Oui, les Mahorais aussi, ça veut dire que celui-là, il n'est pas Mahorais. Quand on est en période de crise, quand on fait face à un virus qui tue, eh bien on ne trie pas les gens. Ni sur le volet alimentaire, ni sur le volet soins. Par contre, il nous faut continuer à côté la lutte contre l'immigration illégale. Il faut être dur, sévère sur la délinquance. Il ne faut rien lâcher. Ça, c'est important. Il faut aussi travailler sur la lutte contre l'habitat indigne. Et lors de mon dernier déplacement, nous avons travaillé sur ces sujets. Il faut faire tout en même temps parce que c'est ça, les défis ici à Mayotte. Et c'est pas ces 3 dernières années. Vous vous rappelez, quand j'ai pris la parole la première fois à l'Assemblée nationale sur Mayotte, je crois que je suis une des premières à avoir dit la situation réelle de Mayotte. Elle a un peu évolué. Un peu. Soyons humbles. Quand on a autant de défis à relever, il faut être tous humbles. Mais il faut surtout le faire tous ensemble. Une autre personne qui pose la question sur la réouverture du centre de rétention, Madame la ministre, il se demande pourquoi rouvrir si on ne peut pas reconduire. Parce qu'il faut montrer à nos voisins comoriens que nous reprenons la lutte contre l'immigration. Qu'à nouveau, le CRA va ouvrir. Qu'à nouveau, nous pouvons garder ces personnes arrivées sur le territoire ou déjà sur le territoire en toute illégalité jusqu'à 90 jours. Et j'espère bien que pendant ce temps, la diplomatie qui est à l'œuvre permettra effectivement aux Comores de nous autoriser à ramener effectivement ces personnes aux Comores et c'est normal. Et ce serait juste dans le partenariat que nous proposons aux Comores. Et dans le cas contraire, je le redis ici, même si je ne suis pas seule, même s'il y a un ministre des Affaires étrangères sur l'aide publique au développement, eh bien le ministère des Outre-mer, il compte, sa parole compte, et je m'opposerai au développement ou au crédit de développement qui sont conditionnés sans que cette condition soit remplie, c'est-à-dire le fait que les Comores acceptent la reconduite à leurs frontières de leurs ressortissants. Alors, une autre personne qui s'intéresse aux élections municipales, Madame la ministre, qui dit finalement le conseil scientifique n'est pas totalement d'accord et n'est pas totalement contre, en tout cas un second tour vers le 28 juin. Mais cette personne s'intéresse comment dire, à la situation de Mayotte en disant si nous continuons aujourd'hui à augmenter le nombre de cas à Mayotte, est-ce que si le conseil scientifique est favorable, oui, pour le second tour à Mayotte, et ça serait dans quelles conditions si oui? Alors le si, vous savez, depuis le Covid-19, depuis cette épidémie, il est très couramment là. Hein, donc si. À Mayotte, les élections ont vocation, je vais le dire comme ça, à se dérouler en même temps que dans l'ensemble des collectivités françaises. Mais localement, et vous le savez, ce mot est important pour moi, l'adaptation est possible. Et donc, si jamais on ne pouvait pas réaliser ces élections dans de bonnes conditions, bien sûr qu'on y réfléchira. Mais moi, avoir lieu sur le reste du territoire national et pas à Mayotte. Moi, il y a un moment où il faut rester sur notre priorité, la lutte contre le Covid-19, la lutte contre cette épidémie. Moi, je préférerais, et je souhaite, que toutes les élections se fassent exactement en même temps dans tous les territoires ultramarins. Et d'ailleurs, je vous rappelle que quand on a reporté ce deuxième tour, à l'époque, les territoires ultramarins ne connaissaient pas la même gravité d'épidémie que pouvait connaître l'Hexagone. Et pourtant, nous avons suivi cette dynamique. Il était important que le cadre soit national. Nous faisions nation. Et il était important que, et d'ailleurs, je le regrette absolument pas aujourd'hui, que nous puissions tous confiner ensemble, tous reporter
les élections ensemble. Donc ici, à Mayotte, les élections devraient se dérouler à la même date qu'en métropole. Avant l'avant-dernière question, Madame la Ministre, une personne qui vous demande d'éclaircir ce que vous avez déclaré hier avec nos ressortissants français de Mayotte bloqués à Dubaï. Quand est-ce qu'elles pourront revenir? Et surtout hier, vous avez déclaré, je dis bien oui, français bloqués à Dubaï. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a d'autres ressortissants qui étaient dans le même groupe ou c'est les chiffres qu'on vous a donnés? Alors, c'est très simple. Des ressortissants de Mayotte, il y en a effectivement dans plusieurs pays. Il y a notamment un certain nombre de personnes à Mayotte. Hier, effectivement, on m'a dit qu'il y avait 8 Français de Mayotte à Dubaï qui étaient bloqués. Et donc, on a vocation à permettre effectivement aux Mahorais de rentrer chez eux, aux Mahorais français, bien sûr, de rentrer chez eux. Nous avons des Mahorais qui sont bloqués dans l'Hexagone. Nous avons des Mahorais qui sont bloqués à La Réunion. Pour La Réunion, le vol est jeudi. Il y a effectivement une organisation entre le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte qui va permettre à des Réunionnais de rentrer chez eux. Ils étaient bloqués à Mayotte et à plus de 60 personnes bloquées à La Réunion, personnes fragiles, en évacuation sanitaire, en difficulté financière également de re-rentrer sur Mayotte. Il y a la question des étudiants et j'ai pu effectivement m'exprimer hier sur la question des étudiants. Ils sont 1314 étudiants mahorais en métropole. Il y en a aussi à La Réunion d'ailleurs, hein, et nous faisons un recensement actuellement là pour savoir qui de ces étudiants mahorais à La Réunion souhaite rentrer. Donc nous avons le chiffre sur la métropole. Nous allons les aider à rentrer comme tous les étudiants. À partir du 1er juin, je l'ai dit, il y aura des tarifs étudiants. Il y a aujourd'hui un tarif qui permet de rentrer sur La Réunion qui est de 460 €. Il peut être pris à la fois par un étudiant réunionnais comme un étudiant mahorais. Et j'ai pris l'engagement hier qu'il serait ensuite ramené gratuitement, tant que le pont aérien existerait, sur Mayotte. Ce qui n'est pas chiffré aujourd'hui, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura la négociation. C'est le vol direct Paris-Mayotte qui sera à ce moment-là, qui aura aussi un tarif étudiant, mais je n'ai pas la date. Je ne sais pas, dans le courant du mois de juin, selon la lutte contre cette épidémie qui touche Mayotte, se fera. Donc on annoncera à ce moment-là ce tarif. Pour ceux qui sont effectivement à Dubaï, puisque c'était la question précise, moi, c'est pas moi qui vérifie l'identité de chacun et le fait qu'il soit bien résident à Mayotte. Qu'il soit bien résident à Mayotte. Eh bien, s'ils sont résidents à Mayotte, ils ont vocation à rentrer sur le territoire. C'est ce que nous veillons et c'est normal. Une question d'un entrepreneur, Madame la Ministre, qui parle des aides, notamment les 1500 € de l'État et les 2000 € du Conseil départemental. On le sait qu'à Mayotte, ça a été un peu difficile de faire la démarche au début. Pour certains, qu'on a demandé les documents à fournir. Là, le Conseil départemental a un peu allégé la démarche. Mais cette personne demande si nous continuons toujours dans cette crise avec ce confinement qui continue à Mayotte. Est-ce que finalement ces aides-là étaient juste un one-shot ou il y aura une deuxième vague d'aide par exemple? Alors, sur le fonds de solidarité, comme sur le chômage partiel, ce sont des dispositifs qui continuent et qui perdurent. Dans certains secteurs, notamment le tourisme, on a un engagement du Premier ministre qui va jusqu'en juin. La situation particulière de Mayotte nécessitera effectivement qu'on regarde. Donc, ça couvrait mars, ça couvre avril sur l'aide solidaire, c'est-à-dire le premier étage de la fusée où on touche 1500 € par l'État. Et qu'on a effectivement aussi la possibilité d'avoir l'aide du département. Et je veux ici remercier le département qui s'est engagé aux côtés de l'État dans ses soutiens. Je vous rappelle qu'il y a un deuxième étage. Effectivement, ce deuxième étage, il peut aller jusqu'à 10 000 € si on est dans le secteur du tourisme. Ça, c'est important de le rappeler. Et puis, vous l'avez vu aussi, ce type d'aide, il se prolonge parce que la situation est quand même difficile et que les entreprises, là aussi, même si elles reprennent leur activité, le font progressivement et que les ressources et les recettes notamment des commerçants qui viennent d'ouvrir là ne suffira pas à couvrir le mois de mai. Donc on voit bien qu'il y a un accompagnement, en même temps une montée en puissance douce de l'activité et on continue à aider les entreprises, bien entendu. Alors les dates exactes seront données, mais il y a une cellule ici qui accompagne chaque entreprise. Moi, j'ai demandé au préfet d'être là encore souple et s'adapter à chaque territoire. Cette capacité d'adaptation, j'y tiens énormément.
Alors, on va finir cette interview, Pierre Bellucci. On est sur Quasi, Madame la Ministre. Une question avec un peu d'humour pour finir. Hein. Une personne vous demande si vous avez fait votre quatorzaine avant d'arriver ou vous allez le faire après votre départ. Votre quatorzaine. C'est une bonne question. D'ailleurs, j'irais bien faire une petite quatorzaine, quelque part, tranquillement, non. Honnêtement, je n'ai pas fait de quatorzaine. J'ai bien sûr vécu le confinement comme beaucoup. Ce que j'ai fait... Pardon ? Vous êtes testé régulièrement ? Je me suis testée. Beaucoup se sont demandé pourquoi j'ai gardé un grand secret. J'ai pas gardé de secret. D'abord, j'attendais la date du vol, hein, et ça, c'est pas complètement moi qui maîtrise complètement les choses dans ce domaine. Et ensuite, il était hors de question que je prenne l'avion et que je vienne à Mayotte ou ailleurs sans me faire tester. Et je n'ai connu les résultats du test que vendredi soir ou samedi matin. C'était samedi matin. Et bien, c'est à ce moment-là que l'ensemble de ceux qui devaient être prévenus, et ils étaient peu nombreux, c'était surtout effectivement Monsieur le Préfet. Eh bien, j'ai annoncé que je venais. Moi, comme toute mon équipe, nous avons été testés avant de venir et je ne serais pas venue si j'avais été positive, et je continuerai à me tester à chaque fois que je vais dans les territoires d'outre-mer. Mais je fais aussi extrêmement attention. C'est très rare, extrêmement rare. Vous en avez une image ici que je ne porte pas le masque, et je veille à la distanciation. Et si j'oublie un peu la distanciation, il y a toujours quelqu'un pour me le rappeler. Et je le rappelle régulièrement aussi. Et je veux redire ici, puisque c'était votre dernière question, combien il est important ici à Mayotte, comme partout, que nous puissions respecter les gestes barrières, que la distanciation sociale se fasse, que le port du masque soit présent, que on se lave les mains régulièrement, je le redis, ou du gel quand on n'a pas la possibilité de se laver les mains, pensant à nos soignants qui sont en première ligne, qui assurent, hein, et je veux encore les en féliciter, pensant à toutes les personnes fragiles du territoire, aux personnes âgées, c'est important, ici à Mayotte aussi, il y a ce grand respect de la personne âgée. Eh bien, la première des choses, c'est faisant en sorte effectivement qu'il ne soit pas touché par ce virus. C'est important qu'on lutte contre cette maladie ici, éviter les rassemblements, des messages pour toutes les générations, parce que là, sur le rassemblement, il n'y a pas que les jeunes, parce qu'il y a aussi des adultes qui le font chaque soir. Je rappelle qu'il y a le couvre-feu, je rappelle que beaucoup de choses sont interdites, et je crois que c'est comme ça, tous ensemble, debout, résilients, qu'on gagnera contre le Covid-19. Madame la Ministre, merci d'être venue ce matin, très tôt, nous accorder ces 2 temps de parole, et on vous souhaite un bon retour du côté du territoire national. Merci bien. Merci. Voilà, c'était tout pour ce temps de parole consacré à la Ministre des Outre-mer ce matin.